En 1980, 4 ans après sa création, Apple caracole en tête des fabricants de micro-ordinateurs. La multinationale IBM riposte en commercialisant son PC en 1981. Le PC d'IBM connaît un succès immédiat dans le monde des entreprises, et comme il est très facile à copier, de nombreux constructeurs se mettent à fabriquer des machines compatibles. Mais le grand public demeure insensible au charme des micros, d'un usage encore très rébarbatif. Pour que tout un chacun ait envie d'en acheter un, il fallait une véritable révolution. Nous sommes le 24 août 1995. Dans la banlieue de Seattle a lieu une grand-messe à la gloire du dieu logiciel. C'est le lancement de produit le plus grandiose de toute l'histoire de la micro-informatique. Le lancement de Windows 95. L'homme qui va présider la cérémonie est l'un des hommes les plus riches du monde. Bill Gates, la star, le PDG, le super programmeur et le chef spirituel de Microsoft. Thank you, Jay. Avec Windows 95, cet homme vient de franchir une étape de plus vers la concrétisation de son rêve. Voir tous les micro-ordinateurs du monde utiliser les logiciels Microsoft. Nous voulions que les gens se rendent vraiment compte à quel point Windows 95 rend l'informatique simple, efficace et amusante. Notre croisade solitaire a duré 7 ans. Toute cette publicité nous affirme que Windows 95 est l'avancée technologique la plus importante depuis la création de la micro-informatique. Bill Gates prétend que ce nouveau système va rendre les micros tellement faciles à utiliser que même ma mère voudra en acheter un. Mais vous savez quoi ? La plupart des idées de Windows datent de 20 ans. Cette grande foire du logiciel célèbre l'aboutissement d'un long périple. 20 ans d'engagement passionné, de paris sur l'avenir, de virages à 180 degrés, de rivalité, d'alliance et de trahison. Cette fête couronne la stratégie commerciale de Bill Gates. En 2 mots, on n'a pas besoin pour réussir d'innover ou d'être le meilleur, à condition de posséder une diabolique habileté à tirer parti des occasions qui se présentent. Et la façon dont Microsoft a su s'approprier le concept d'interface graphique serait digne de figurer dans un manuel. Leçon numéro 3 du cours de rattrapage en informatique élémentaire. Les premiers micro-ordinateurs étaient d'un usage difficile, en partie parce qu'ils étaient archaïques et en partie parce que les informaticiens ont tendance à préférer la difficulté. Voilà un PC IBM de 1983 où j'ai tapé une lettre à mon banquier lui demandant de m'aider à devenir riche vite. Maintenant, je veux classer cette lettre. Attention, après il y aura un test. Je dois taper copy, C, 2 points, anti-slash, riche vite, point, doc, espace, A, 2 points, anti-slash, demande, et entrée. Pas évident. Voici un autre PC tout récent qui est équipé de Windows. On va faire exactement la même chose. Voilà mon document richevite.doc. Je le range dans le dossier « Demande ». Je confirme. Et voilà. Des images au lieu de mots, qui suppriment tout apprentissage. Ça s'appelle une interface graphique, un GUI, en jargon de Silicon Valley.
Il a fallu 10 ans pour en arriver là. C'est cette épopée technologique que ce film va raconter. Il va aussi raconter comment Bill Gates est devenu le maître de l'univers des GUI. Je n'ai pas dit qu'il s'agissait d'un conte de fées. Tout a commencé en 1971 à Palo Alto, au sud de San Francisco, où la société Xerox, leader de la photocopie, avait créé un centre de recherche connu sous le nom de PARC. À l'époque, les dirigeants de Xerox se disent que si le papier est amené à disparaître au bénéfice des écrans, c'en sera fini des photocopieurs. Pour assurer l'avenir de Xerox, ils engagent une équipe d'informaticiens et leur demandent d'inventer le bureau électronique du futur. Nous voulions faire entrer la technologie informatique dans le cadre d'un bureau pour transformer celui-ci en un lieu à la fois plus productif et plus agréable, beaucoup plus agréable, plus intéressant et plus enrichissant. C'est là-dessus qu'on a travaillé. Le directeur du labo, Bob Taylor, instaure une méthode de travail originale privilégiant les débats d'idées. Toutes les salles de réunion sont meublées avec des poufs, un aménagement visant à stimuler l'activité cérébrale. On disait alors que sur les 100 meilleurs informaticiens du monde, au moins 58 travaillaient au parc. En réalité, l'effectif du labo n'a jamais dépassé 50 personnes. Mais 50 génies travaillant de concert sont capables d'inventions phénoménales, surtout quand on leur donne toute latitude pour se plonger dans la recherche fondamentale, en leur fournissant des ressources illimitées et sans les soumettre à des contraintes de fabrication et de commercialisation. Au parc, on baignait dans une atmosphère électrique, une totale liberté intellectuelle. Il n'y avait pas d'idées reçues. On avait le droit de tout remettre en question et on ne s'en privait pas. Les dirigeants nous ont dit « Allez-y, créez le monde de demain. Nous n'y comprenons rien. Vous êtes tous des jeunes gens bourrés d'idées, de talents et d'énergie. » Chacun venait là spécifiquement pour travailler pendant 5 ans sur le projet dont il rêvait. Nous voici chez Xerox dans la salle des ordinateurs, au sous-sol du centre de recherche de Palo Alto. Cette pièce existait déjà il y a 25 ans et aujourd'hui elle est remplie de toutes sortes d'ordinateurs. Parmi eux, il y en a un que je tiens à vous montrer. Le voilà. C'est un ordinateur Alto construit en 1973 ici. Certains le considèrent comme le premier ordinateur individuel. En réalité, il ne l'est pas pour 2 raisons. Il n'a jamais été commercialisé et rien que ses composants coûtaient environ $10 000. Mais il contient tous les éléments d'un micro moderne. Sans lui, nous n'aurions ni les Macintosh, ni Windows, ni beaucoup d'autres choses dont pourtant aucune ne porte aujourd'hui l'étiquette Xerox. Ce film d'entreprise réalisé par Xerox au milieu des années 70 montre à quel point l'Alto était révolutionnaire. Au lieu des commandes cabalistiques, indéchiffrables par le commun des mortels, il offre la simplicité d'une interface graphique et de son pilote, la souris. Grâce à l'impression laser, on obtient sur le papier exactement ce qu'on voit sur l'écran. Cela nous paraît banal aujourd'hui, mais à l'époque, c'était l'avant-garde. On voulait tous créer quelque chose de vraiment différent. On pensait qu'on allait changer le monde et que quand nos travaux aboutiraient, la micro-informatique allait exploser comme on l'avait prévu et prendre tout le monde au dépourvu. Mais les brillants chercheurs du parc n'ont jamais pu convaincre les patrons de Xerox du réalisme de leur vision. Au siège de New York, personne n'a eu assez d'imagination pour exploiter cette technologie révolutionnaire. Dans l'entreprise, personne n'était préparé à accepter nos idées. Il y avait un énorme décalage entre la direction et les chercheurs. Les dirigeants n'avaient jamais tenté d'imaginer le bureau de demain. Leur cerveau ne parvenait pas à transformer les idées qu'on leur présentait en objets réels. C'était très frustrant de parler à des gens qui ne comprenaient pas notre vision de l'avenir. Une vision qu'on élaborait jour après jour à Palo Alto, sans personne pour la recevoir à l'arrivée. Cependant, à quelques kilomètres de Palo Alto, un homme est prêt à embrasser la vision des chercheurs du parc.
L'homme le plus dangereux de Silicon Valley a ses bureaux dans cet immeuble. On l'aime et on le déteste, souvent les deux à la fois. Pendant 10 ans, à la force du poignet, il a obligé toute l'industrie micro à suivre le cap qu'il avait déterminé. Il ne s'agit pas d'un requin motivé par l'argent et par la perspective de prendre une retraite dorée à 40 ans. Cet homme mène une guerre sainte. Cet homme voit dans le micro-ordinateur son outil pour façonner le monde. Cet homme, c'est Steve Jobs. Hi, I'm Steve Jobs. L'image du charisme, Steve Jobs. Il exigeait de vous que vous soyez génial, que vous réalisiez quelque chose de génial. Et il vous y obligeait. Il peut aussi être odieux. Il exige un niveau de performance très élevé. Et il ne supporte pas les gens qui ne partagent pas ou ne sont pas à la hauteur de ses exigences. Je ne suis pas de ceux qui cherchent à avoir toujours raison. Seul m'importe la réussite finale. Steve Jobs a fondé Apple avec Steve Wozniak en 1976. Il s'est fait un nom dans l'industrie micro grâce à l'ordinateur Apple II, le premier micro à connaître un véritable succès commercial. En décembre 1979, Steve Jobs obtient le droit, un grand privilège, de visiter le laboratoire de Xerox. Ils m'ont montré 3 choses, mais j'étais tellement ébloui par la première que j'ai à peine regardé les 2 autres. Ils m'ont montré la programmation orientée objet, mais je n'ai rien vu. Ils m'ont montré un système réseau, une centaine d'ordinateurs Alto, tous reliés, utilisant le courrier électronique, etc., etc. Pareil, je n'en ai rien vu. Hypnotisé que j'étais par l'interface utilisateur graphique qu'ils m'avaient montré en premier. Jamais je n'avais vu une telle merveille. C'était encore très incomplet, il y avait beaucoup de défauts, mais on ne le savait pas à l'époque. Toujours est-il que le germe de l'idée y était et qu'ils avaient fait de l'excellent travail. En 10 minutes, j'ai compris que tous les ordinateurs fonctionneraient comme ça, un jour ou l'autre. Cette visite va changer l'histoire d'Apple. Steve est revenu, et j'allais dire a demandé, mais en vérité, il a exigé que toute son équipe de programmeurs assiste à une démonstration de notre système. La direction du centre m'a demandé de faire la démo. J'ai commencé par refuser et j'ai eu une discussion houleuse avec les cadres de Xerox. Je leur ai dit qu'ils s'apprêtaient à jeter un trésor par la fenêtre et que je ne ferais cette démonstration que si j'en recevais l'ordre formel, parce qu'alors ce seraient eux les responsables. Et ils m'ont ordonné de la faire. Voici l'interface graphique que les programmeurs d'Apple découvrent ce jour-là. L'ordinateur Alto est équipé d'une souris qui permet de déplacer le curseur sur l'écran en toute liberté. Les fenêtres superposées rappellent des feuilles de papier posées sur un bureau. L'utilisation de cet ordinateur est tellement simple que même quelqu'un qui n'a aucune notion d'informatique comprend d'instinct comment s'en servir. Dans cette visite d'une heure et demie, nous avons puisé de l'inspiration et le renforcement de notre conviction qu'il fallait utiliser des images pour rendre les ordinateurs de bureau plus accessibles. En 1 heure, ils ont compris notre technologie et ce qu'elle signifiait mieux que n'importe quel dirigeant de Xerox après des années de démonstration. Ces gens ne comprenaient rien aux ordinateurs. Et ils ont laissé la plus grande avancée de l'industrie micro-informatique leur glisser des mains. Xerox aurait pu contrôler le secteur tout entier. Elle aurait pu devenir 10 fois plus importante. Être l'IBM ou le Microsoft des années 90.
Steve Jobs convainc le conseil d'administration d'Apple d'investir dans le développement d'une technologie copiant celle qu'il a vue au parc. Apple embauche alors une centaine d'ingénieurs pour mettre au point un nouvel ordinateur qui sera baptisé Lisa. Mais les problèmes s'accumulent. Le Lisa ne fonctionne pas comme prévu et ne pourrait pas être vendu à moins de $10 000, beaucoup trop cher pour le marché grand public. De plus, à vouloir tout contrôler, Steve Jobs sème le désordre et le conseil d'administration finit par l'évincer du projet Lisa. J'ai ruminé pendant quelques mois, mais très vite je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment faire quelque chose. L'Apple II commençait à s'essouffler. Il fallait absolument sortir quelque chose de nouveau. Sinon, l'existence même d'Apple serait menacée. Jobs trouve la solution auprès de Jeff Raskin, un des ingénieurs d'Apple de la première heure. Raskin travaille à la conception d'un ordinateur à $600, aussi facile à utiliser qu'un toaster, et qu'il a baptisé Macintosh, d'après la variété de pommes qu'il préfère. Évincé du projet Lisa et déterminé à réaliser un ordinateur bon marché, Steve Jobs s'empare de l'idée de Jeff Raskin. J'ai réuni une petite équipe pour travailler sur le Macintosh. C'était une mission, il fallait sauver Apple. Afin de se consacrer tout entier à sa Mac mission, Steve Jobs doit trouver pour sa société un dirigeant plus orthodoxe. Son choix se porte sur John Sculley, responsable du marketing chez Pepsi-Cola. Sculley commence par refuser. Quitter Pepsi pour une société créée dans un garage 4 ans plus tôt ? C'est une plaisanterie. Mais ce n'est pas facile de dire non à Steve Jobs. Il a levé la tête et m'a fixé de la façon dont seul Steve Jobs peut fixer quelqu'un. Et il m'a dit, vous voulez vendre de l'eau sucrée toute votre vie ou vous voulez venir avec moi pour changer le monde ? Là, j'ai compris que si je refusais, je passerais le reste de ma vie à me demander ce que j'avais raté. Pour changer le monde, Steve Jobs a besoin du Macintosh. Il veut un ordinateur parfait qui révolutionne la micro. Et il aiguillonne sans cesse son équipe. Steve était préoccupé par la lenteur de mise en route du Mac. Pour motiver Larry Kenyon, qui s'occupait du logiciel, il lui a dit « Des millions de gens vont acheter cette machine. Si tu arrives à gagner 5 secondes au démarrage, cela fait 5 secondes multipliées par 1 million tous les jours. Ça fait 50 vies humaines. En gagnant 5 secondes, tu peux sauver 50 vies. » Et on s'est débrouillé pour accélérer le temps de démarrage. Sans arrêt, Steve Jobs modifie le cahier des charges du Macintosh, exigeant toujours de nouvelles améliorations. Il pousse son équipe à la limite de ses forces. Il le faut, car à partir de 1983, Apple va devoir faire face à un redoutable concurrent. Ce concurrent, le voici. Le premier PC d'IBM a été commercialisé en 1981. En 2 ans, la multinationale en a vendu plus de 2 millions, supplantant Apple sur le marché des micros. Le PC IBM se vend très bien, grâce à une bibliothèque de logiciels très diversifiée. Or, les applications prévues pour un IBM ne fonctionnent pas sur un Apple. Steve Jobs sait qu'il va avoir besoin d'applications pour le Macintosh. Il fait appel à Monsieur Logiciel, Bill Gates. Bill Gates est alors âgé de 25 ans. Sa société Microsoft compte une centaine d'employés et connaît une croissance explosive grâce au DOS, le système d'exploitation du PC IBM. Le DOS n'offre pas d'interface graphique, au contraire du Mac, qui pour cette raison intéresse Bill Gates et son numéro 2, Steve Ballmer. Jobs a rencontré Bill à un salon pendant le développement du Lisa. Il lui a dit « Bill, je vais sortir l'ordinateur à interface graphique, pas ce Lisa machin. Le mien, on va se l'arracher. » Alors que le Mac est en cours de développement, Steve Jobs organise une parodie d'un jeu télévisé, où il invite les créateurs de logiciels afin de les inciter à écrire des applications pour le Macintosh. Parmi eux se trouve Bill Gates, venu chanter les louanges du Macintosh. Steve Jobs ne se rend pas compte qu'il vient de faire entrer le loup dans la bergerie.
Avant même que nous ayons terminé notre travail sur le PC IBM, Steve Jobs est venu nous dire qu'il comptait réaliser une sorte de Lisa, mais moins cher. On a dit que ça nous intéressait. Le Lisa avait ses propres applications, mais elles exigeaient trop de mémoire. On pensait pouvoir faire mieux. Nous avons conclu un accord avec Steve pour fournir des applications couplées pour le Mac. On était très partisans du Mac et de la direction que montrait Steve. On l'a oublié, mais à l'époque, c'était Lotus, le leader des applications. Microsoft faisait un pari dangereux en acceptant d'écrire pour le Mac. On a commencé à travailler sur des logiciels pour le Macintosh en 1982. Je crois que c'est à ce moment-là que Bill a vraiment eu le déclic. L'avenir serait aux interfaces graphiques. Alors que Bill Gates reçoit sa révélation GUI, Steve Jobs continue à voir dans IBM l'ennemi public numéro 1. Big Blue dominera-t-il la totalité de l'industrie informatique? La totalité de l'âge de l'information? George Orwell avait-il vu juste à propos de 1984? Tout le talent oratoire de Steve Jobs ne parvient pas à faire oublier qu'IBM risque de couler Apple. La plupart des analystes financiers pensaient qu'Apple ferait faillite en quelques mois. Une couverture de Business Week proclamait « Tout est fini, IBM a gagné ». L'équipe du Mac se voulait une bande de pirates, des renégats qu'on appelait à la rescousse pour sauver le navire maintenant que les parts de marché de l'Apple II diminuaient. L'équipe du Macintosh accusait du retard, ce qui est courant dans la haute technologie. Il devenait urgent de mettre ce produit sur le marché. Après de nombreux reports, une date de lancement est enfin annoncée. L'approche de l'échéance fait monter la pression, mais rien ne fera renoncer Steve à son perfectionnisme. On vivait dans une cocotte minute. Pas question de cesser le travail avant d'avoir fini, même pas pour dormir. Je n'ai pas dormi une minute pendant les 3 jours précédant le lancement, et on a donné les dernières instructions à 6 heures ce matin-là. Le Lisa ne se vend pas. Avec le Macintosh, Apple joue le tout pour le tout. Son sort en dépend. John Sculley débloque 15 millions de dollars pour la campagne publicitaire, qui doit s'ouvrir le jour du lancement, le 24 janvier 1984. Steve était très nerveux avant le lancement du Macintosh. La répétition de la veille avait été un désastre. Rien ne se passait comme il le fallait. Steve en voulait au monde entier, et on se demandait vraiment comment on allait faire le lendemain. Mais le moment venu, Steve a su déployer tous ses talents scéniques. Il n'y a guère eu que 2 produits marquants dans notre industrie. L'Apple II en 1977 et le PC d'IBM en 1981. Aujourd'hui, 1 an après Lisa, nous vous présentons le 3e, le Macintosh. Nombre d'entre nous travaillent sur le Macintosh depuis plus de 2 ans. Et le résultat est dément. Vous venez de voir de simples photographies. J'aimerais maintenant que vous voyiez le Macintosh en personne. Le Macintosh est le premier micro doté d'une interface graphique qui se vend à un prix abordable. C'est aussi un monument à la gloire d'un homme. Oubliez les recherches faites au laboratoire de Xerox. Oubliez aussi les innovations empruntées au Lisa. Le jour J, Steve Jobs en revendique seul la paternité. On en revient toujours à un problème de goût. Il s'agit de s'imbiber de tout ce que les hommes ont fait de mieux et d'essayer ensuite de l'intégrer dans ce que vous faites vous-même.
Picasso disait « Les bons artistes imitent, les génies s'approprient ». Nous n'avons jamais eu de scrupule à nous approprier les grandes idées. Si le Macintosh est grand, c'est que les gens qui l'ont conçu étaient avant tout des musiciens, des poètes, des artistes, des zoologues et des historiens, qui se trouvaient aussi être les meilleurs informaticiens du monde. Apple succombe à la folie des grandeurs. Elle produit un spot télévisé grandiloquent où l'on comprend que le gentil Mac va nous libérer de la tyrannie orwellienne du rebutant PC IBM. Malgré tout ce battage, dès la fin 84, les ventes du Mac plafonnent. Pub après pub, Apple insiste sur la supériorité du Mac vis-à-vis du PC IBM. Mais il présente des inconvénients majeurs. Son prix d'abord, $2 500, $1 000 de plus que le PC. La pénurie d'applications ensuite. Les éditeurs de software hésitant à produire des logiciels pour le Mac. On ne pouvait pas lui faire exécuter grand-chose. MacPaint et MacWrite étaient ses seules applications. Et on commençait à s'en rendre compte. Dès la fin de l'année, les gens disaient « Peut-être que le PC IBM n'est pas aussi facile à utiliser ni aussi attrayant que le Macintosh, mais au moins il me rend des services dont j'ai besoin. Un tableur, un traitement de texte, une base de données. » Les ventes du Mac ont commencé à baisser à la fin de 1984 et l'année d'après, la situation est vraiment devenue délicate. Un ordinateur qui se vend bien est un ordinateur doté d'une application avec un grand A. Un logiciel qui justifie l'achat du matériel. IBM avait Lotus 1, 2, 3. Le Mac avait grand besoin d'une application avec un grand A. WYSIWYG, encore du jargon Silicon Valley. Les initiales de ce qu'on voit égale ce qu'on obtient. Il est très difficile d'imprimer exactement la même image que celle qu'on voit sur l'écran. 80% de nos facultés cérébrales sont consacrées à traiter des données visuelles, mais ce n'est pas le cas des ordinateurs. J'ai écrit une lettre à ma mère que je signe Bob en caractères italiques, Time 72 points. Quand j'envoie l'impression, il en sort un Bob, mais pas vraiment le Bob que je voulais. C'est le problème d'Apple qui va encore une fois devoir son salut aux recherches effectuées chez Xerox. John Warnock, un des anciens cerveaux du parc, avait trouvé le moyen d'obtenir sur imprimante laser exactement ce qu'on voit sur un écran. Il venait de créer une société appelée Adobe afin de commercialiser son invention. En 2-3 semaines, j'ai fait annuler le projet en cours chez Apple. Ce qui m'a presque valu de me faire assassiner. Et j'ai conclu un accord pour qu'Apple rachète 19,9% du capital d'Adobe. Steve Jobs a fait un choix judicieux. Cet investissement va rapporter gros. L'association de l'interface graphique et de la précision laser donne naissance à un nouveau secteur d'activité, la publication assistée par ordinateur, la PAO. Les tableurs avaient fait de nous tous des comptables. Le Mac et son imprimante laser nous transforment en artistes, en éditeurs, voire en faux monnayeurs. Le Mac avait trouvé son application avec un grand A. Il sera bientôt l'ordinateur privilégié des professions artistiques. Ma vie a changé à la seconde où j'ai mis la main sur une souris. Je me suis tout naturellement orienté vers une carrière de graphiste. Le Mac connaît le succès grâce à la PAO, mais ce succès vient trop tard pour le fondateur d'Apple. En 1985, les ventes du Mac piétinent toujours, mais Steve Jobs se refuse à croire les chiffres. Il se comporte comme si le Mac se vendait à tour de bras.
Il y avait un immense fossé entre le produit grandiose que le Macintosh aurait dû être et ce qu'il était en réalité. Cette réalité était quand même récupérable. Mais le décalage entre les deux était tel qu'il fallait que quelqu'un réagisse. Et ce quelqu'un était John Sculley. John Sculley, à l'origine le poulain de Steve Jobs, soumet au conseil d'administration un plan stratégique pour sauver Apple. Steve Jobs n'en fait pas partie. Il fallait que le conseil fasse un choix. Je leur ai dit que c'était l'entreprise de Steve, que j'étais là en renfort, que s'il souhaitait que ce soit lui qui la dirige, cela me convenait. Mais il fallait décider de la marche à suivre une fois pour toutes. Steve l'a ressenti comme un affront et a attaqué Sculley. Il a mis le conseil en demeure de choisir entre les deux, parce qu'il était sûr qu'on le soutiendrait lui. Finalement, après avoir discuté avec Steve, puis avec moi, ils ont décidé d'appliquer mon plan. Et Steve a démissionné. Que dire? Je me suis trompé. Oui. Il a démoli tout ce que j'avais construit en 10 ans. À commencer par moi. Mais ce n'est pas le plus grave. J'aurais quitté Apple avec joie si elle avait évolué comme je le souhaitais. Chez Apple, on éprouvait des sentiments contradictoires à ce sujet. Tout le monde avait subi les foudres de Steve à un moment ou à un autre. Alors, le départ du tyran provoquait un certain soulagement. Mais d'un autre côté, les mêmes personnes éprouvaient un grand respect pour Steve. On était tous très inquiets de ce qui allait arriver à cette entreprise privée de son fondateur et de son charisme. Apple ne s'est jamais relevé d'avoir perdu Steve. Il en était l'âme et le moteur. L'entreprise ne serait pas la même aujourd'hui si elle n'avait pas perdu son âme. Les années suivant le départ de Steve Jobs seront les plus lucratives de l'histoire d'Apple. Leur ordinateur colle au mode de vie californien, un mélange de travail et de loisirs, et son influence s'étend à l'industrie tout entière. Tout à l'euphorie, Apple se considère toujours comme l'arc-en-ciel salvateur dans la grisaille du monde informatique. Leading the forces of freedom is Macintosh. Dans ce film destiné à stimuler le zèle des vendeurs, Apple exalte encore et toujours le rôle du Mac, grand libérateur des pathétiques prisonniers du PC IBM. In the office and the classroom and the desktop with superior weapons. Grâce à des améliorations de structure et à l'explosion du secteur de la PAO, le Mac trouve son marché. Dès 1987, Apple vend 1 million de machines par an. Let's go get 'em. L'argent rentre à flot. Sur chaque Mac vendu $2000, Apple touche une marge bénéficiaire de 50%. Chez Apple, on est convaincu de la supériorité des produits maison. On estime que les clients seront toujours prêts à payer un supplément qualité, estimation arrogante et erronée. Le Mac aurait vraiment dû remporter la bataille des micro-ordinateurs. Certes, il coûtait plus cher que le PC IBM, mais si on voulait un ordinateur simple et convivial, le Mac était le seul choix possible. C'est du moins ce qu'on croyait chez Apple. C'était compté sans Bill Gates. Gates a compris que l'interface graphique du Mac menaçait la poule aux œufs d'or de Microsoft, le DOS. Il a entrepris de recouvrir le DOS d'une interface graphique, ce qui revenait à camoufler un immeuble décrépit derrière une jolie façade. Il a nommé cette façade Windows. Au début, elle était un peu de guingois, mais elle a suffi pour défendre le précaré du DOS. C'était en février-mars 84, juste après le lancement du Macintosh d'Apple. Nous avions acquis la conviction qu'il fallait miser sur les interfaces graphiques, d'abord avec les applications pour le Mac, ensuite avec Windows. Le développement d'une interface graphique qui puisse rivaliser avec le Mac engage Microsoft dans un long tunnel. Du fond de leur bureau sans fenêtre,
les programmeurs vont trimer pendant des années pour mettre au point les fenêtres de Windows, réconfortés par des sodas à volonté. J'étais le directeur du développement de Windows 1. On progressait très péniblement. Il nous a fallu environ 7 versions avant d'obtenir un résultat correct en 1990. Les premières versions de Windows ne provoquent que quelques sourires condescendants de la part d'Apple. Mais Bill Gates est la persévérance même. Windows s'améliore régulièrement et finit par inquiéter Apple, qui accuse Microsoft de plagier le look and feel, c'est-à-dire la personnalité du Mac. Finalement, Apple intente un procès à sa rivale. S'il ne pouvait pas être breveté, le look and feel aurait pu faire l'objet d'un copyright. Comme il n'existait aucun précédent, ce cas allait faire jurisprudence. Il y a eu une période de 5 ans dont l'issue incertaine aurait pu être désastreuse pour Microsoft. On avait misé très gros sur Windows. Ils refusaient de modifier quoi que ce soit. Soit on cédait, soit ils menaient l'affaire jusqu'à la Cour suprême. Nous étions sûrs que les juges allaient finir par se prononcer en notre faveur, ce qu'ils ont fait. Apple a perdu. Pire, pendant la durée du procès, environ 6 ans, nous nous sommes sans doute laissés aller à imaginer avec un brin de suffisance que nous serions définitivement à l'abri des attaques de Windows. Le lancement de Windows 3 en 1990 ruine les derniers espoirs d'Apple de remporter la guerre des GUI. Dorénavant, tous les ordinateurs compatibles IBM seront aussi simples à utiliser que le Mac. En un an, Microsoft distribue près de 30 millions d'exemplaires de Windows 3, reléguant le Mac à une petite niche du marché. Bill Gates s'est révélé un stratège hors pair. The Windows 3 development team. Tout au long de l'évolution de la micro, il a su s'allier aux leaders des fabricants du moment et se tailler la part du lion sur le marché des logiciels, imposant sa norme à tout le secteur. Stratège et surtout joueur, Bill Gates a toujours été prêt à prendre des risques calculés. Prenez Windows. N'avons-nous pas misé l'avenir de notre entreprise dessus? N'avons-nous pas réussi? Presque tout ce que nous avons fait a déclenché beaucoup de scepticisme au départ. Mais on s'est accroché et malgré toutes les remises en cause, on a mené nos projets à bien. Le problème, c'est que cette industrie n'était pas gouvernée par celui qui vendait le meilleur ordinateur ou la technologie la plus innovatrice, mais par celui qui offrait le système le plus ouvert, adopté par la majorité des autres entreprises. La stratégie commerciale de Microsoft s'est révélée la meilleure. Le seul problème de Microsoft, c'est leur manque de goût. Ils n'ont absolument aucun goût. Et je le dis très sérieusement. Ils n'ont pas d'idée originale. Et ils ne font pas entrer beaucoup de culture dans leurs produits. Et c'est très important parce que les polices de caractère harmonieuses sont issues de la tradition d'imprimerie, des beaux livres. C'est là qu'on puise ces idées. Sans le Mac, ils n'auraient jamais eu ce genre de choses dans leurs produits. Cela m'attriste. Pas la réussite de Microsoft, ils la méritent, en grande partie. Ce qui me dérange, c'est qu'ils vendent des produits bas de gamme. J'admets que Windows a sans doute 3-4 ans de retard sur ce qu'il serait si on n'avait pas valsé avec IBM si longtemps. Le fait d'avoir éparpillé notre énergie, notre travail, notre matière grise a empêché une meilleure innovation et le client en a pâti.
Quand j'entends ces critiques blessantes, je me dis... Attendez, vous allez voir Windows 95, Windows 96. Depuis 3 ou 4 ans, nous savons où nous allons. Depuis qu'on n'est plus obligé de se couper en deux pour ménager IBM. Même pour les systèmes d'exploitation. Vous verrez, les gens pourront reconnaître qui est le vrai leader. Nous améliorons sans cesse nos logiciels. Des millions d'utilisateurs nos téléphones. On tient compte de leurs critiques. Rien n'est fixé pour toujours. S'ils veulent changer quelque chose, on le change. C'est l'avantage de cette industrie. Microsoft a été à la pointe des avancées en matière d'interface utilisateur pendant les 10 dernières années. Et on a fait du bon boulot. Le 24 août 1995, Bill Gates porte le coup de grâce à ses rivaux. Avec Windows 95, Microsoft fournit ensemble le système d'exploitation et l'interface graphique. Porté par une campagne publicitaire mondiale de 300 millions de $, Windows 95 est en passe de devenir le nouveau standard de l'industrie informatique. Bill Gates triomphe, mais des combats de titans attendent le roi du logiciel. Des batailles à côté desquelles toutes les précédentes feront figure de garden party. Le succès de Bill Gates se repose sur la domination des systèmes d'exploitation pour ordinateurs individuels. C'est parfait tant que les PC sont des boîtes isolées posées sur des bureaux. Mais aujourd'hui, ces boîtes sont reliées à un réseau mondial, les fameuses autoroutes de l'information. Un PC relié à Internet est à la fois une boîte aux lettres, un téléphone et un téléviseur. Bien entendu, au cœur de tout ceci, on trouve le concept de convergence numérique, c'est-à-dire que toutes les informations, livres, œuvres d'art, films, pourront être accessibles par le biais de ce vers quoi les PC auront évolué. Internet constitue la prochaine vague de la révolution de l'information. Une vague dont même Bill Gates ne peut prévoir la direction. Internet se transforme de mois en mois. Je tire mon chapeau à quiconque est capable de prédire à quoi il ressemblera dans 3 mois ou dans 9 mois. Ce phénomène évolue si rapidement que personne ne peut savoir exactement ce qui va arriver. Bill Gates, cependant, prépare le terrain. Il a noué des alliances avec les plus puissants. En investissant dans le nouveau studio de Steven Spielberg, DreamWorks, et en s'associant avec NBC dans la télévision par câble. Du coup, il se retrouve en concurrence avec d'autres très grands groupes, Murdoch et Walt Disney par exemple. Les temps ont changé depuis les débuts de Microsoft et les adversaires de Bill Gates aussi. Ce ne sont plus les hippies un peu rêveurs des années 70, ce sont des hommes d'affaires aux dents très longues. L'un des plus redoutables est Larry Ellison, qui mise sur Internet, convaincu que les autoroutes de l'information signeront l'arrêt de mort des micros tels qu'on les connaît, et de Microsoft par la même occasion. Bob Cringer, ici Larry Ellison. Larry Ellison est le fondateur d'Oracle. Il a fait fortune avec les systèmes de gestion de bases de données. Il habite Atherton, le village des milliardaires de Silicon Valley, où il s'est aménagé une modeste demeure de samouraï, de 10 millions de dollars. Au bord de son étang japonais, il médite et fourbit ses armes en vue de la grande bataille qui va l'opposer à Bill Gates. Les gens s'imaginent qu'IBM incarne le présent et Microsoft l'avenir. À mon avis, IBM incarne le passé et Microsoft le présent. L'avenir, on ne le connaît pas encore. Ce sont les gardiens d'un temple de la période Kamakura. Il faudrait en placer devant sa porte et leur ordonner d'interdire aux employés de Microsoft l'accès au temple.
Il n'y a aucune raison de se ronger les sangs à propos de l'hégémonie de Microsoft. Il y a toujours place pour l'innovation. Il y aura d'autres changements. L'avenir de Microsoft est loin d'être assuré. Larry Ellison a un credo. Les micro-ordinateurs sont condamnés. Ils seront remplacés par un boîtier bon marché, une sorte de super téléviseur qui sera connecté à des ordinateurs centraux via Internet. Tout le monde pourra accéder à des bases de données et à des logiciels à la demande, aussi simplement qu'en ouvrant un robinet. Comme l'eau courante a remplacé les puits, le câble remplacera les micros. Je déteste les PC de tout mon cœur. Moi, aller dans un magasin pour acheter Windows 95, je dois prendre ma voiture, aller au magasin, acheter une boîte de carton remplie de données numériques inscrites sur un CD-ROM en plastique, revenir chez moi, lire le manuel, installer le bidule. C'est une plaisanterie. Utilisons un réseau. On ne va pas mettre les données numériques dans un carton, le carton dans un camion, le camion au magasin. C'est absurde. J'adore Internet. Je veux de l'information. Elle peut très bien passer par un câble. Donc l'avenir appartient au câble. Tout le monde est d'accord là-dessus. Larry, Bill et les autres. Il n'est pas impossible que les inventeurs des ordinateurs individuels assistent à leur disparition. À propos, que sont-ils devenus ces pionniers des années 70 ? Steve Jobs a vendu toutes ses actions à Apple quand il a démissionné. Mais en devenant actionnaire d'un studio d'animation, il a fait une deuxième fortune. Apple connaît des difficultés et ne joue plus qu'un rôle mineur sur le marché des micros. L'autre fondateur d'Apple, Steve Wozniak, a choisi d'enseigner l'informatique à des enfants d'une dizaine d'années. IBM, qui a créé le marché grand public de la micro, ne parvient plus à imposer ses normes. Et la plupart des ingénieurs du premier PC ont quitté l'entreprise. Ed Roberts, le constructeur de l'Altaïr, le premier micro-ordinateur commercialisé, a tourné le dos à l'informatique pour retrouver ses premières amours, la médecine. La révolution micro a pris le monde au dépourvu. Même à Microsoft, où on compte des centaines de millionnaires en dollars et au moins 2 milliardaires, on ne s'attendait pas à un tel succès. Pour conclure, je vous propose de méditer cet axiome. Il faut à une communauté une trentaine d'années pour intégrer à sa vie quotidienne un nouveau moyen de communication. C'est le temps qu'il a fallu pour le téléphone, le cinéma et même pour la télévision. La micro-informatique n'a encore que 20 ans. Que nous réserve l'avenir ? Je vais aller y faire un tour pour le découvrir. À dans 10 ans.